Salut mon cher Pierre, j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Tu parles souvent de cette notion de souveraineté. Tu nous invites à redevenir souverain de notre vie, de nos choix. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi être souverain? Alors la souveraineté, il y a plusieurs sens que tu peux lui donner, mais déjà juste souveraineté, souverain, quelqu'un qui est sur un trône, quelqu'un qui règne sur un domaine, qui règne sur un peuple, voilà. La souveraineté, c'est vraiment, tu es monté au-dessus de quelque chose et tu règnes dessus. Ok. Donc il y a une notion de responsabilité, il y a une notion de pouvoir, il y a une notion d'accéder au pouvoir, il y a une notion de posture. Donc si on voit ton être comme un domaine, comme un territoire, ce territoire a besoin d'un souverain. On a besoin d'une tête qui a réfléchi au bonheur de tous les éléments, tous les individus qui sont sur ce territoire-là. Et on a besoin de quelque chose qui tranche. On a besoin de quelque chose qui, à un moment dit, ok, les lois c'est ça, je fais changer telle valeur vers telle valeur. Donc on a besoin de quelqu'un qui soit assis là et qui mène. Parce que si tout le monde essaye de diriger pour tout le monde, c'est la loi du plus fort. Donc si on reprend toi en tant qu'individu, la loi du plus fort, c'est ton désir qui va prendre le pas sur le reste. Peut-être que c'est ce qu'on a implanté à l'intérieur de toi, les désirs qu'on a implantés à l'intérieur de toi, que la société dit que tu devrais pourchasser par exemple, qui font la loi en fait. Donc on a besoin que tu retrouves ton centre et qu'à un moment donné tu fasses acte de souverain à l'intérieur de toi. Donc tu rassembles les différentes parties qui émettent une opinion, ça peut être ton corps, ça peut être des besoins, ça peut être des désirs, ça peut être le mental, ça peut être tout ça. Tout le monde se met autour de la table, on met les informations et à un moment donné il y a quelque chose qui tranche. Et c'est ça la souveraineté. Retrouver sa souveraineté, c'est être celui qui tranche. Concrètement, et est-ce que tu as des exemples aussi à montrer comment on peut retrouver ce pouvoir et cette responsabilité? Le pouvoir, ça peut être diverses choses, mais ça peut par exemple être l'esprit critique. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'esprit critique, tu ne peux pas choisir pour toi-même. C'est-à-dire qu'on va te présenter des choix et on va te dire ce choix-là il est meilleur. Et tu vas le prendre parce que tu n'es pas capable de te dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Quelles conséquences ça va avoir pour moi? Quelles conséquences ça va avoir autour de moi aussi. Donc il n'y a aucune projection, il n'y a aucune perspective sur le futur sans esprit critique. Donc il y a une information qui t'est présentée et tu la gobes. Donc on pourrait littéralement venir et te dire tenez, mangez ça, tenez, pensez ça, en tant qu'individu, pour qu'on ne puisse pas te contrôler et que tu ne deviennes pas la main armée de pouvoir qui essaie de te contrôler, justement, d'utiliser des masses et de te faire participer à la masse. On a besoin que tu récupères ton pouvoir, et ton pouvoir c'est de savoir que tu es un individu, de savoir que ce que toi tu décides, ça ne doit pas être le choix de quelqu'un d'autre. Ça peut ressembler au choix de quelqu'un d'autre, mais on a besoin qu'à la fin tu te sois dit ok, ça ressemble à ça, mais c'est vraiment ce que je veux, donc je décide de le prendre. Et non pas, ça ressemble à ça, j'ai envie d'être dans le groupe comme tout le monde, j'ai envie d'être accepté, donc je vais prendre ce choix-là. Donc le pouvoir, il est là, la responsabilité, elle est là aussi, c'est-à-dire que tu peux être utilisé ou être ton propre utilisateur. Comment tu développes cet esprit critique justement dans une ère où on est un petit peu drivé aussi par les algorithmes des réseaux sociaux? De la même manière que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la souveraineté, c'est-à-dire que tu glanes un certain nombre d'informations, tu regardes un certain nombre de sujets. Donc par exemple, mettons, tu vas sur le fil exploré d'Instagram et tu as une multitude de sujets et tu vas choisir ce que tu veux regarder et tu vas regarder comment tu vas t'observer en fait dans le choix de ce qui t'attire à ce moment-là et de comment est-ce que ça te construit, de comment est-ce que ça répond à des besoins. Donc tu vas regarder un panel de choses et tu vas essayer de te distancier de ça. Donc tu vas regarder comment est-ce que ça agit à l'intérieur de toi. Si je te présente telle information, si je te présente une information d'un peuple quelque part qui se fait décimer, comment est-ce que tu réagis? Si je te présente juste après l'information je sais pas moi, un prank par exemple, une blague, de l'humour, juste derrière, comment est-ce que tu réagis? Quelle distance est-ce que tu as? Donc tu dois devenir ton propre observateur et tu dois commencer à te dire ok, je fonctionne comme ci ou comme ça, je me vois réagir comme ci, comme ça. Et donc ça te permet de prendre du recul parce que les prochaines fois que tu vas t'exposer à ce genre de choses, tu vas pouvoir le repérer en fait. Donc on a besoin que tu aies conscience de toi-même et non pas que tu sortes de la conscience de toi-même et que juste tu te fasses emmener en fait par la puissance des émotions et de l'affect. Tu as autant besoin de pouvoir t'identifier à tes sensations parce que ça reste ton corps, donc ça reste toi, mais tu dois aussi pouvoir t'en distancier et te demander à quel point est-ce que ça t'influence. Est-ce que tu dois céder à cette sensation-là? Est-ce qu'elle va te servir pour ton objectif? Ou est-ce qu'au contraire, elle te prend en entier et tu n'es plus maître de toi-même, par exemple? On peut le voir facilement avec l'exemple de la colère. Si tu es empli de colère, est-ce que tu vas facilement frapper? Est-ce que tu vas facilement effectuer de la violence depuis cet espace? Ou est-ce qu'au contraire, tu es capable de ressentir cette colère et de prendre de la distance tout de suite avec, non pas en la faisant disparaître, mais simplement en détachant l'esprit qui s'observe, s'observer soi dans la colère, et ensuite choisir un autre chemin. Nos objectifs, est-ce que eux-mêmes, ils sont dirigés par notre
souveraineté. En partie, et en partie non. Mais ça, c'est un peu le jeu. Il y a des choses que tu as en toi depuis toujours, il y a des choses où tu ne sais pas si c'est vraiment toi ou pas. Et c'est en t'en approchant que tu vas savoir. Donc, est-ce que gagner beaucoup d'argent te rendra heureux? Alors, beaucoup d'autres humains ont fait l'expérience et ont dit que finalement non, ça ne les avait pas rendus heureux. Et donc, ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qu'on leur avait implanté. Donc, si tu t'approches de ça, si tu gravis toutes ces marches pour t'en approcher, est-ce que tu vas te sentir à ta place? Est-ce que tu vas te sentir mieux? Est-ce que ça va t'aider? Ou au contraire, est-ce que tu vas toujours te sentir de marbre malgré le succès? Qu'est-ce que ça veut dire être souverain dans nos choix de relations, dans nos relations? Par exemple, ne pas être dans la codépendance. Parce que ça veut dire que quand l'autre a un comportement qui peut déclencher quelque chose en nous, on ne va pas instantanément réagir pour compenser ce comportement-là. Donc si l'autre s'éloigne, on ne va pas instantanément se jeter sur lui pour l'empêcher de s'éloigner ou pour se rapprocher parce qu'on a peur de cet éloignement. Être souverain, c'est de toute manière toujours la même chose, voir les informations telles qu'elles sont et ensuite proposer une direction. Ok. Parce que quand on est sur le trône, on n'est pas en même temps dans tous les endroits du territoire. On a besoin d'abord de glaner les informations. Donc il y a toujours cette étape de « Ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ensuite seulement j'agis. On décorrèle la prise d'information de l'action. Mais dans les faits, souvent, on est un peu drivé par ces blessures et ces traumas. Donc ça t'empêche d'être souverain, justement. Et comment faire dans ces cas-là pour le redevenir? Factuellement, ça t'en empêche, mais c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il y a un spectre de la souveraineté. Et plus tu te rapproches vers cette prise de distance, cette prise de conscience, plus tu le deviens. Donc chaque moment où tu te vois ne pas l'être devient un apprentissage pour l'être de plus en plus. Puisqu'on commence tous au stade de l'enfance où on est quasiment nullement souverain en fait. On en a toujours une partie parce qu'en tant qu'enfant on a des besoins, on a des désirs, on a envie d'aller voir les choses, on a envie de saisir, on a envie de s'approprier, on a envie de faire plein de choses. Et ensuite on est cadré par les adultes et on développe forcément une relation un peu codépendante. Et en évoluant, et notamment à l'adolescence, on vient challenger tout ça et on vient essayer de découvrir sa propre voie et faire ses propres choix et de faire ses propres expériences. Et comment t'expliques que certaines personnes ont besoin de beaucoup de partenaires pour arriver à trouver cette souveraineté, quand d'autres, en fait, très jeunes, trouvent le partenaire avec qui ils sont déjà souverains? Parce que résoudre des blessures que l'on a à travers les relations, c'est une des manières de faire, mais c'est pas celle qui s'applique à la majorité de la population. Donc certains d'entre nous allons avoir notre challenge dans le challenge relationnel, d'autres vont l'avoir dans le challenge de l'entrepreneuriat, dans le challenge de l'aventure, dans le challenge de partir seul quelque part, dans plein d'autres challenges en fait. Ou tout ça en même temps. On est challengé à différents endroits, mais pas toujours dans les relations. Donc il y a des personnes pour qui on arrive, c'est simple, et après c'est dans le corps de la relation elle-même que là il y a des challenges qu'on surmonte, mais en fait on n'est pas challengé sur le fait de partir ou de venir. On est challengé on est déjà orienté sur le fait de vouloir aller au bout ensemble. Et donc quand un challenge interpersonnel se présente, on le tacle en se disant de toute manière on va tous les deux là-bas. Donc juste prenons-le, discutons-en et puis avançons. Parce qu'il n'y a pas de blessure intrinsèque qui est déjà suractivée à ce moment-là. Donc on n'a pas ça à gérer d'abord. Par contre dans d'autres espaces de vie, oui, là il y en aura. Si c'est pas les relations, ce sera autre chose. Par exemple, dans le choix de nos partenaires, en quoi on peut devenir plus souverain? Alors souvent c'est en repérant ce qui nous attire, puisqu'il y a différents critères qui vont nous attirer. Et parfois, on met beaucoup plus d'emphase sur un critère plutôt que les autres. Et c'est pas toujours le critère qui va nous permettre de construire. Ça va dépendre de l'objectif. Pourquoi est-ce que tu as envie de rencontrer? À quelle phase de ta vie es-tu pendant cette rencontre? Qu'as-tu déjà fait? Si tu as 20 ans, c'est pas la même chose que si tu en as 60. Tu vas pas attendre la même chose de ton ou ta partenaire. Tu ne vas pas désirer les mêmes choses pour cette phase de ta vie. Et donc, qu'est-ce que tu vas attendre? Donc tu veux dire que même si tu es attiré par une personne, tu vas peut-être refuser d'aller relationner avec elle. Et ça, c'est un choix souverain parce que tu sais qu'elle ne va pas répondre à tes attentes. C'est ça. Donc si tu es là pour construire une famille et que tu rencontres quelqu'un qui est juste là pour passer du bon temps, évidemment que tu vas être attiré peut-être physiquement ou sexuellement, mais tu vas pas y aller parce que ça ne va pas vers ton objectif. Ça ne pose pas une brique qui va vers cette construction-là. Pourtant, on peut observer que beaucoup de personnes, même si elles veulent être souveraines, c'est comme si c'était une fatalité d'aller vivre ce type de relation. Alors parfois, on s'observe, mais on s'observe dans cette forme d'abandon, en fait, dans cette forme presque addictive de comportement. Donc on se voit en train de le faire, mais on n'arrive pas à ne pas le faire. Donc là, c'est parce qu'on a quelque chose à y voir, on a quelque chose à traverser. Et c'est une part de nous qui, dans tous les cas, a besoin d'aller là. Donc on va y aller. Mais il ne faut pas perdre cette observation, et il ne faut pas non plus rajouter une narration supplémentaire en se disant « Ok, je sais que je ne devrais pas le faire, je suis en train de le faire, donc je suis X, Y, Z ». Par exemple, j'ai un attachement anxieux. Ce serait une narration qu'on pourrait se rajouter. Oui, un attachement,
c'est pas une définition de soi, c'est quelque chose qu'on observe à l'instant T dans une dynamique. Donc parfois on est anxieux, mais dans une autre dynamique on va être lévitant. Et dans une autre dynamique on va être sécure. Donc ça dépend totalement. On n'est pas une personne anxieuse. Par contre, on peut avoir une majorité de comportements de ce type-là. On peut avoir ce qu'on appelle une tendance. Tendance anxieuse, tendance évitante. Mais dans cette relation-là, oui, on pourrait commencer à définir un petit peu, ça nous donne un ordre de grandeur de qu'est-ce qu'on doit regarder, de comment est-ce qu'on a l'air de réagir dans la dynamique avec l'autre personne. Ça nous permet quand même de nommer les choses et de trouver des solutions. Mais il ne faut pas se créer une identité, se figer une identité autour de ça. On voit ça beaucoup par exemple avec le label de l'hypersensibilité ou tout autre label qui permet ensuite de dire je suis comme ça donc je mérite plutôt tel genre de comportement ou je ne peux pas faire tel genre de choses. Mais c'est une réalité, il y a des personnes par exemple qui sont hypersensibles. C'est une réalité, mais le paradoxe c'est que à la fois c'est ta réalité mais à la fois tu peux la challenger. Cette connaissance de pouvoir challenger les choses, elle est hyper importante. Il y a plein de personnes qui ont vécu en se disant bah, je suis comme ça et qui en fait sont allées au-delà juste parce qu'elles ont continué quand même à essayer. Alors que toutes les personnes qui disent bon ben voilà, on m'a défini comme tel, je ne peux rien être d'autre que ça, et donc je vais vivre cette identité en permanence. Et donc elles s'auto-bloquent. Une identité, c'est une mue en réalité. Tous les X temps, tu vas changer d'identité. Parfois, on sait qu'on veut aller dans telle direction, mais on continue à aller vers les relations opposées à cette direction. Et tu dis bah voilà, c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose de ça. Et du coup, ça sonne un peu comme une fatalité. Il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'il y a juste un nombre de répétitions. Donc à partir de quel nombre de répétitions vas-tu prendre réalité de ce qui est en train de se passer? Vas-tu observer les choses telles qu'elles sont, justement, à quel moment est-ce que tu vas faire sauter cette narration? À quel moment est-ce que tu vas dire j'en ai marre? Il y a des personnes, elles ont vraiment besoin de tomber au fond du trou, d'en avoir ras-le-bol de chez ras-le-bol, ou d'avoir blessé quelqu'un à qui il tenait, ou voilà. Il y a différentes choses où on arrive trop loin, et c'est là qu'on se dit... Est-ce qu'on peut pas s'éviter toutes ces souffrances? Pas forcément. Si tu dois apprendre la leçon qui se cache derrière, non. Parce que le but de la vie, c'est pas d'éviter la souffrance. Toute personne qui essaye d'éviter la souffrance souffrira le plus. Toute personne qui est OK avec la présence de la souffrance souffrira très peu. Ça me fait penser à une phrase que tu dis souvent. Ce à quoi on résiste persiste. Est-ce que c'est ce à quoi tu fais allusion là? Ça rentre dedans, oui, effectivement. Donc si tu résistes à la souffrance, tu souffriras beaucoup. Et elle sera présente dans ta vie en permanence, en fait. Souffrir beaucoup, ça peut être à la fois de l'intensité, mais à la fois du nombre. Tu peux souffrir beaucoup de fois, tous les jours. La vie que je mène aujourd'hui, j'ai des souffrances, mais qui sont plutôt rares. Peut-être un peu plus intenses quand elles surviennent vraiment, parce qu'elles dépassent mes attentes, elles dépassent ma résilience. Mais sinon, le reste du temps, j'ai pas de souffrance, en fait. Je suis assez OK avec beaucoup de choses. Est-ce que, pour aller plus vite, en fait, c'est utile de faire un travail sur soi avec un psychologue, un thérapeute ou un coach ou autre? Il y a toute une partie de la souveraineté qui ne peut se faire que seule. Ça, c'est une évidence, puisque à chaque fois que tu demandes l'opinion de quelqu'un d'autre ou que tu te ranges à l'opinion de quelqu'un d'autre, c'est pas tant que tu abdiques automatiquement ta souveraineté, mais c'est qu'en tout cas, tu laisses une grosse influence entrer dans ta vie, et surtout si c'est quelqu'un qui est au-delà sur le chemin que toi-même tu as envie de parcourir, parce que tu te dis, cette personne a réussi, donc je vais donner beaucoup de crédit à ce qu'elle dit, et ensuite, du coup, tu vas vouloir employer la même méthode. Donc c'est là où tu peux un petit peu te tromper et abdiquer. Mais du coup, tu peux aussi tomber sur des bonnes personnes qui ne te nourrissent pas de cette manière-là, qui te challenge à chaque fois sur ta souveraineté elle-même, c'est-à-dire, fais-tu ce choix pour les bonnes raisons? Qu'est-ce qui constitue ce choix pour toi? Qu'est-ce qui est important dans ce choix? Donc quelqu'un qui va affûter ton esprit critique sur tes propres décisions, et qui va te pointer quand est-ce que tu vas essayer de copier, quand est-ce que tu vas essayer de te contorsionner dans un modèle qui n'est pas vraiment fait pour toi, mais qui ressemble à celui que tu voudrais, et donc tu penses que tu dois emprunter le pouvoir de quelqu'un d'autre pour atteindre ton objectif, au lieu de l'atteindre par tes propres forces. Tu veux dire qu'une aide extérieure peut t'aider à prendre ce recul, à prendre conscience? Il faut vraiment chercher cette aide précise sous cet angle-là, et non pas quelqu'un qui te donne un raccourci, mais bien quelqu'un qui te donne... C'est au lieu de chercher quelqu'un qui te pêche des poissons pour toi, cherche quelqu'un qui t'apprend à pêcher. Mais oui, totalement, quelqu'un peut t'aider si cette personne est qualitative dans cette manière d'interagir et de relationner ensemble. Je trouve que dans notre monde, on oppose souvent la tradition et la modernité. Quelle est la place justement de la liberté dans un modèle traditionnel ou dans un modèle qu'on appelle moderne? C'est une question un petit peu compliquée parce que la tradition, elle est très différente selon l'endroit de la planète sur lequel tu te situes. Mais automatiquement, une tradition crée une forme de cadre et au fur et à mesure qu'elle est pratiquée, l'explication de pourquoi ce cadre était là a tendance à se perdre. Donc on finit en général par faire les choses sans plus trop savoir pourquoi on le fait, mais voilà, tout le monde l'a toujours fait, donc on le fait, voilà, ça emploie quelques-uns de nos biais psychologiques. Il y a des cultures qui ont un cadre traditionnel beaucoup plus fort, du coup, beaucoup plus présent dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la manière dont la société se structure, et d'autres, comme ici, où c'est beaucoup moins le cas,
En tout cas, son emprise est de plus en plus faible, on va dire. Et c'est ça qu'on appellerait la modernité, du coup. Donc modernité vient juste se positionner un peu aux antipodes de traditionnel, quoi, finalement. Mais si tu veux, je me suis éloigné même des deux concepts en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sélectionne ce qui, je sais, fonctionne pour moi, pour les autres et pour la société si on augmentait la volumétrie, on va dire. Donc quelque chose qui est gagnant, 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 si tu préfères. Et je jette le reste. C'est-à-dire que si ça passe pas ces 3 tests, à un moment donné, c'est pas le bon outil pour avancer tous ensemble. Donc plutôt que de parler de tradition ou de modernité ou quoi que ce soit, plutôt regarder ce qui fonctionne, regarder ce qui fait du bien à tout le monde, et puis continuer à converger vers une accumulation de ces valeurs-là qui sont nécessairement contextuelles à où est-ce que tu habites, les gens qui t'entourent, la communauté que tu crées autour de toi, parce que tu peux même toi t'extirper d'un endroit, aller dans un autre et recréer un nouvel espace avec des nouvelles traditions, des nouvelles règles, des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de faire. Alors, nouvelles valeurs peut-être pas, puisqu'on ne peut pas inventer des nouvelles valeurs, elles ont déjà toutes été trouvées, j'ai envie de dire, mais en tout cas, tu peux faire une sélection, tu peux faire une configuration de tout ça, et aller t'implantée quelque part et organiser une nouvelle communauté autour de ça. Je regarde les traditions de la même manière que je regarde les personnes qui veulent s'éloigner des traditions, c'est 2 faces d'une même pièce, et je pense qu'on peut s'éloigner et regarder la pièce de loin, et se dire, pile et face, il y a des choses à prendre des 2 côtés. C'est à la fois, on s'extirpe du côté prison, on s'extirpe de pourquoi je fais quelque chose sans savoir pourquoi je le fais, et en même temps, il y a des pratiques qui ont un véritable intérêt. Donc je ne vais pas rejeter la tradition parce que c'est traditionnel, je ne vais pas rejeter la modernité parce qu'elle est anti-tradition, je vais simplement prendre le meilleur des 2 mondes. Pour toi, c'est quoi les modèles à garder de ces traditions d'antan et comment adapter ça avec cette modernité aujourd'hui où on est un peu en recherche en fait d'un nouveau modèle, j'ai l'impression. Je pense pas que le modèle d'avant n'ait pas marché, premièrement. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est que la vitesse à laquelle la culture évolue s'accélère. Même pour nos grands-parents qui ont démarré à une certaine époque, dans une structure un peu plus cohésive que celle qu'on a aujourd'hui, ils ont évolué avec nous aussi. C'est-à-dire que quand ils nous ont eu nous et qu'on les a observés eux, à ce moment-là, ils étaient à une autre époque déjà. Ils n'étaient plus dans la même continuité, dans la même structure que celle par laquelle ils avaient commencé. Donc on pourrait déjà se demander si la culture d'aujourd'hui, donc mettons quelqu'un qui se marie dans les années 70 et qu'on observe depuis les années 2000, on pourrait se demander si l'époque des années 2000 n'a pas joué de manière négative sur son couple, alors que si on avait continué sur la même culture que celle des années 70 par exemple, eh ben, il aurait perduré beaucoup plus longtemps. On peut déjà se poser cette question-là. Est-ce que, en fait, on n'est pas déjà biaisé dans l'observation de la réussite des fameux anciens modèles? Donc moi, ce que je vois surtout dans les anciens modèles, c'est qu'ils ne se posaient pas la question. Moi, ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété chez les plus anciens. En fait, à l'époque, on ne se posait pas la question. C'était comme ça. Et du coup, comme on avait moins de choix, on avait moins cette paralysie du choix. On ne questionnait pas. On voyait les gens être heureux à un niveau de bonheur assez cohésif, global. Et c'est à peu près ce qu'on obtenait nous-mêmes quand on faisait les mêmes choses. Et du coup, on le désirait nous aussi. Le cadre était plus resserré. Donc la société était plus cohésive. Elle était plus stable à un certain niveau de bonheur. Aujourd'hui, on a éclaté ce modèle-là. Et donc, on peut avoir des gens qui vont très haut dans le bonheur parce qu'ils ont fini par trouver exactement ce qu'ils voulaient, mais aussi à l'inverse, des gens qui vont très bas dans le malheur parce qu'ils sont complètement perdus, ils n'ont plus aucun guide, aucune structure autour d'eux, et ils peuvent aller à 360 autour d'eux, et en fait ils ne savent pas comment choisir, ils ne savent pas par quelle direction prendre, qu'est-ce qu'ils y perdent, c'est très compliqué. Là, il y a un débat entre est-ce qu'il vaut mieux un cadre plus strict ou un cadre moins strict, mais en fait ça dépend des gens. Il y a des personnes qui sont faites pour challenger les cadres, il y a des personnes qui veulent un cadre très large, il y en a qui veulent un cadre très resserré. Donc à la limite, la question plutôt c'est qu'est-ce qui te correspond toi, qu'est-ce que tu as envie de prendre. Aujourd'hui on est dans un monde où on peut faire un peu ce qu'on veut, donc ça devient encore plus rare, j'ai envie de dire, de sélectionner quelque chose de très précis et de s'y tenir. Donc si tu veux, moi j'ai monté mes standards, par exemple je considère toujours le mariage dans ma vie, mais je lui ai redonné non plus cette chose obligatoire, mais cet espace où j'y pénétrerai quand je serai prêt pour tout l'amoncellement de responsabilités qu'il porte. Donc ça va me permettre de me mettre sur les épaules quelque chose, de me placer volontairement dans un espace et d'endosser les conséquences qui vont avec, mais aussi les bénéfices qui vont avec, ainsi que la négativité qui va avec. Donc on peut s'enfermer délibérément, mais en fait c'est pas un enfermement, c'est plutôt on élimine un maximum de choses et on ne garde que l'essentiel qui nous plaît. Et pour moi le mariage c'est un peu ça, si tu veux, c'est que je n'y vais que si je sais que c'est avec cette personne et que je fais le vœu de rester avec elle et d'aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Alors, est-ce que le bout, du bout, du bout, c'est la mort? Ou est-ce que c'est, finalement, le moment où on se rend compte que vraiment, 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 on a tout essayé et ça ne tient plus? Mais je me mets déjà dans cette démarche-là, dans cette posture intérieure. Je ne vais pas le faire parce que c'est un joli événement, parce que ça fera plaisir à ma famille, parce que toutes ces choses-là, tu vois. Donc, je ne récupère que l'essence
vraiment de l'acte. Et du coup, face à un champ d'options illimité, on s'y perd. Ce serait quoi le modèle d'après? Pourquoi est-ce que tu cherches un modèle? En fait, il faut que tu revisites ta question. C'est-à-dire que, posé comme ça me donne l'impression, comme je disais, si on reprend la métaphore du 360, le modèle, ce serait, ok, quelle direction je prends? Je peux aller à 360 degrés. Est-ce que je dois aller au degré 13, ou au degré 16, ou au degré 99, ou au degré 360? Et finalement, ce qui est intéressant dans notre époque, c'est que tu peux choisir. C'est que tu peux te faire ton propre chemin. Tu peux même aller visiter différents degrés à différentes époques de ta vie. Donc encore une fois, qu'est-ce que tu veux? Et peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux. Auquel cas, il va falloir faire des essais. Mais normalement, on a toujours la sensation minimale d'un désir. Est-ce qu'il a été implanté ou pas? Peut-être que des personnes ne se retrouveront là où ils veulent qu'après avoir essayé tous les désirs des autres et de se rendre compte qu'aucun n'a fonctionné et qu'il ne reste plus qu'un seul ou qu'une petite série qui leur convient. D'autres auront la très forte intuition que c'est vers ce degré-là qu'ils doivent aller et ils iront. Donc l'idée, c'est toujours quand même de se lancer dans une direction. Donc le modèle, c'est de se rendre compte qu'on a ce choix, qu'on peut faire ce qu'on veut, et donc de s'étudier et d'étudier pourquoi est-ce qu'on prendrait telle ou telle direction. Oui, mais quand on est dans une société où il y a une multitude de directions possibles, on se retrouve quand même dans un espèce de chaos. Exactement. Mais ça ne doit pas t'empêcher de trouver ta propre voie. C'est-à-dire que soit tu es complètement influencé par tout le monde, et donc tu as abdiqué ta souveraineté, donc tu vas là où la voie paraît le plus intéressant, et à chaque fois que tu changes de voie, ça change, du coup. Donc tu ne t'es pas autodéterminé. Soit tu te détermines, et du coup, peu importe ce que font les autres. Tu as ton propre chemin et tu le suis. Je dirais qu'au contraire, ça rend plus facile le fait de connaître ta direction. Parce que si tout le monde part dans tous les sens, il y a bien un moment donné, il faut que tu choisisses. Et donc c'est ton choix. Si tout le monde va dans la même direction et que tu y vas, tu peux très bien te cacher derrière le fait que tu as l'effet un peu mouton, le biais du groupe, et que du coup tu es allé par là et qu'il s'avère que c'était une bonne décision, donc cool, c'était une bonne décision. Mais si c'est une mauvaise décision, tu vas blâmer le groupe aussi. Oui, mais est-ce que ça complexifie pas de trouver le partenaire qui est en alignement avec la direction choisie? Non, parce que tu vas simplement choisir la direction qui te plaît le plus, et la personne que tu rencontreras aura fait de même. Donc vous allez vous rencontrer sur un terrain d'entente. Donc ça fait que cette rencontre-là, elle sera plus qualitative au sens où vous savez pourquoi vous êtes là, tous les deux. Alors que si vous avez suivi le mouvement, vous savez juste que vous êtes là parce que vous avez suivi le mouvement. Donc potentiellement, beaucoup plus tard, vous vous seriez retrouvé à définir votre propre voie et à vous rendre compte qu'elle ne va pas dans la direction de la personne que vous avez rencontrée. Donc il vaut mieux se rencontrer en ayant choisi sa voie que de s'être rencontré parce qu'on a suivi le même chemin que tout le monde. Et est-ce que pour toi, choisir, c'est forcément renoncer? Oui, automatiquement. Et c'est un pur fait, il n'y a pas d'attache émotionnelle ou de négativité au fait de renoncer. C'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'on est plus libre quand on choisit, justement? Non, la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir. C'est pas le moment du choix, c'est avant. Tu es libre quand tu peux choisir. Tu n'es pas libre quand tu ne peux pas choisir. Donc aujourd'hui, tu es très libre. Donc il y a beaucoup de personnes qui se recherchent dans la direction. Finalement, elles sont ouvertes à tout, à voir selon la personne. Est-ce que, pour toi, c'est peut-être une difficulté à affronter son vide? Je dirais même que dans la majorité, ça l'est. Il y a des personnes qui sont faites pour avoir des expériences peut-être un peu plus variées que d'autres, mais on n'y reste pas, on n'y marine pas, normalement. On finit par affiner notre direction au fur et à mesure. Quand on est perpétuellement au même endroit et qu'il y a un cycle qui se répète, là, il y a quelque chose à observer, effectivement. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent tout parce qu'ils ont peur de ne rien avoir. Mais c'est exactement comme ça qu'ils n'auront rien de vraiment bien, en fait. Donc ils préfèrent un petit rien qu'un grand quelque chose. C'est la peur du vide. Dans la réalité, tu n'es jamais dans un vide, mais tu en as la perception. Mais tu n'es jamais dans un vide. Il se passe toujours quelque chose, tu es toujours dans une évolution, il y a toujours des événements, c'est juste que tu ne les considères pas comme des événements. Et c'est là tout le problème. Est-ce que tu as des exemples précis? Une période à vide, ça peut être, j'aime bien revenir sur la métaphore des saisons, où l'hiver est beaucoup plus une période d'introspection, de se ramasser sur soi, une période où on va hiberner, on va se reposer, typiquement, il y a moins de luminosité, donc on dort plus longtemps normalement. Si on oublie les histoires des lumières bleues et de la surluminosité sur la planète, mais un humain dans la nature, en été dort moins, en hiver dort plus, parce qu'il fait plus de noir, donc il y a plus de mélatonine. Bref. Donc c'est des périodes qui sont faites pour la régénération. Sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à se régénérer, puisque quand on ne fait rien, on va directement scroller, on va s'occuper l'esprit quelque part, effectivement, pour ne pas faire face à cette chose qui ressemble à du vide, mais qui est en fait peuplée de plein de choses très intéressantes. Et en réalité, c'est pas du vide dont on a peur. C'est de ce qu'on se dit à l'intérieur du vide. Parce que le vide est en réalité peuplé. Mais il est peuplé de pensées, il est peuplé de narration. Et la narration, c'est, si ta vie n'est pas remplie, alors tu es X, Y, Z. Ta vie doit être remplie. Regarde sur les réseaux, la vie des gens est remplie. Les périodes à vide sont rarement glorifiées. Rarement. Alors Pierre, j'ai une grande question.
dans laquelle s'est penché beaucoup de monde, que ce soit Allah, Bouddha, Moïse, Jésus, les grands penseurs, les philosophes, les poètes, les artistes. Et j'ai bien l'impression que personne s'est mis d'accord. Alors peut-être que toi, tu vas nous donner des idées de réponses. Qu'est-ce que l'amour? Alors je suis pas sûr qu'ils se soient pas mis d'accord, en réalité. Peut-être qu'ils ont des manières différentes de l'exprimer, mais je pense qu'ils ont tous touché à ce que c'était, véritablement. Donc je pense pas avoir inventé quoi que ce soit, je pense éventuellement avoir un petit fragment assemblé justement par la possibilité d'avoir étudié certaines de ces facettes-là, et certains de ces mondes-là, et certaines de ces personnes, et de ce qu'elles ont pu dire. Donc pour moi, l'amour a deux versions, on va dire deux grandes catégories. La première, c'est l'amour avec un petit A, et la deuxième, c'est l'amour avec un grand A. Et pour moi, l'amour avec un grand A, c'est celui que j'appelle l'amour universel, c'est celui que l'on ressent pour tout et toute chose, pour la vie elle-même quand on atteint ce stade de conscience. Et c'est un amour qui est non transactionnel, c'est-à-dire qu'il n'a aucune condition pour être ressenti. Ou à la limite, la seule condition, c'est qu'on soit en conscience, c'est qu'on soit en train d'être présent avec le moment. Mais au-delà de ça, c'est tu vois quelque chose et peu importe, tu peux l'aimer. Tu vois une personne, tu peux l'aimer. Même si c'est ton pire ennemi, tu peux aimer le fait que ce soit un humain avant tout, et tu peux te reconnaître à l'intérieur de ça. Et ensuite, il y a la deuxième catégorie qui est l'amour avec un petit a, et là tu vas avoir les différents types d'amour qui sont vécus dans l'expérience humaine, entre nous. Donc tu vas avoir de l'amour filial, tu vas avoir de l'amour romantique, tu vas avoir de l'amour pour, par exemple, ce que les personnes appellent les âmes sœurs, les choses comme ça, tu vas ressentir quelque chose d'extrêmement fort pour la personne qui dépasse purement l'attraction physique ou d'autres choses. Voilà, tu vas avoir toutes ces formes-là qui sont un peu plus dépendantes du contexte, de la situation qui est en train de se faire et de se produire. Mais je pense que celui qui est le plus connu, c'est évidemment l'amour romantique, parce que c'est celui que les gens voient apparaître et disparaître dans les relations. Et donc qui donne l'impression que l'amour peut être donné et repris ensuite derrière. Mais bon, c'est deux choses très différentes. Et justement, si on zoome sur cet amour romantique, on peut aimer quelqu'un et finalement sentir qu'on ne l'aime plus. Comment t'expliques ça? Bah, si tu as aimé la personne puis tu ne l'aimes plus, aimais-tu vraiment la personne? Ou aimais-tu ce que la personne te donnait, ce qu'elle représentait, plutôt qu'autre chose? Ou peut-être même aimais-tu ce que la personne te renvoyait de toi-même? Et en général, si on creuse un petit peu la question, c'est plus ça. Ce qu'on aime, c'est la personne que l'on est au contact de l'autre. Donc au début, on ressent plein de choses et c'est comme ça qu'on se sent nous-mêmes, c'est comme ça qu'on s'observe nous-mêmes à côté de la personne et on adore ça. Et peut-être qu'à force de certains traitements, de certaines réactions, de certaines situations, eh ben on se retrouve à avoir d'autres types d'émotions, d'autres types de sentiments, d'autres types de réactions. Et à la fin, c'est ça en fait qu'on déteste. C'est cette version de nous qu'on est devenu aux côtés de cette personne-là. Ou tout simplement, peut-être que c'est ni aimer ni détester à la fin, c'est simplement le calme plat. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus grand-chose. La personne ne nous active plus, ne provoque plus rien. On est tombé dans une forme de neutralité. Et donc on se dit que l'amour a disparu. Mais bien des personnes ont constaté ça, se sont éloignées, ont changé quelque chose, et se sont rendus compte que la flamme pouvait revenir. C'est pas la personne elle-même, c'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle nous fait ressentir. Est-ce que ce n'est pas du coup deux âmes, deux inconscients qui se choisissent l'amour romantique? Non, parce que pour moi l'amour romantique, c'est... On pense que c'est inconscient et c'est comme ça qu'on le trouve beau, mais en fait c'est probablement beaucoup plus quand on se choisit réellement que c'est vraiment beau. C'est-à-dire que dans l'amour, il y a un choix, donc il y a un sacrifice du reste. Il y a déjà quelque chose de beau là-dedans. On choisit de donner quelque chose qu'on n'a pas à disposition pour absolument tout le monde. Parce qu'on ne peut pas le donner à tout le monde dans les 24 heures que l'on a par jour, dans ce qu'on doit faire. On doit se concentrer sur une ou plusieurs personnes et on ne peut pas faire beaucoup plus. Et ce choix, ça a de la valeur. Mais alors, c'est quoi les symptômes de l'amour romantique? L'amour romantique, alors il est aussi mixé d'autres piliers, par exemple l'attraction physique rentre dans l'amour romantique. Donc là, on peut toucher aux notions de la polarité, donc le feu, la passion, mais ensuite il y a aussi l'amour de ce qu'on a construit ensemble, de ce qu'on a co-créé ensemble, l'amour des enfants qu'on a pu avoir ensemble, qui nous tisse un lien avec la personne. Et après, il y a ce que tu construis, il y a ce que tu co-crées, il y a les projets que vous avez ensemble, il y a les choses que vous aimez tous les deux, les centres d'intérêt, par exemple. Donc tout ça, ça constitue une image, et cette image-là, c'est ce que j'appelle l'amour romantique. Et comment t'expliques que parfois, tu as des couples qui ont cette attirance physique et qui en même temps ont envie des mêmes choses en termes de projet, mais finalement se séparent, ça ne fonctionne pas? Il faut voir pourquoi est-ce qu'ils se séparent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui les a repoussés l'un de l'autre? Qu'est-ce qu'ils se provoquaient chez l'un chez l'autre? On en revient à ils n'aiment plus ce qu'ils ressentent aux côtés de la personne. Donc ils vont dire qu'ils aiment toujours l'autre parce qu'en fait là ils touchent à l'amour avec un grand A et c'est là que le mélange se fait.
j'ai toujours des sentiments pour toi, je t'aime toujours parce que j'ai cet amour inconditionnel pour toi, mais je me rends compte qu'il n'est pas suffisant. Il y avait d'autres choses qui faisaient que j'avais choisi d'être avec toi. Parce que l'amour inconditionnel ne demande pas de choisir, puisqu'il est inconditionnel. Il est donné à tout le monde. Donc aimer et être en relation, c'est deux choses différentes. Oui, et on peut même être en relation sans aimer, avec un petit A. C'est pas un peu triste? On peut aimer juste avec le grand A. Non, pas forcément. Ça peut avoir beaucoup de sens dans la vie des gens qui le parcourent à ce moment-là, parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Parce qu'ils ont besoin d'une présence, ils ont besoin de liens, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'une intimité qui ne soit pas sexuelle, par exemple, ou peut-être qu'ils veulent expérimenter justement cette zone un peu plus neutre, qui est plus de l'ordre d'une forme de fraternité, sororité. C'est quoi qui différencie cette relation sans amour avec une relation avec amour? En fait, c'est jamais une relation sans amour. C'est une relation avec toujours le grand A, mais le petit A, ensuite, tu vas enlever certains segments ou en remettre. Mais dans l'amour romantique, le mot romantique amène un certain imaginaire. Il amène aussi le fait de séduire. Et donc, est-ce que finalement, on reste dans l'amour romantique quand il n'y a plus aucune séduction entre les personnes? Peut-être qu'on tombe plus dans un amour fraternel ou dans une forme d'amour un peu comme l'amour filial. Il y a un spectre, on va dire. Ça me fait penser à des fois des couples qui sont restés par exemple 30 ans de mariage et ont fondé une famille ou eu des enfants. Mais peut-être au fil du temps, l'amour ou le désir s'est effrité. Imaginons les enfants se sont envolés, partis, et du coup le fait qu'ils partent remet en question la relation. Comment les aider à choisir dans ces cas-là? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de les aider à choisir. À la limite, on peut faire en sorte qu'ils ne soient pas ignorants des possibilités qui s'offrent à eux. Parce que par exemple, un désir qui s'éteint peut être rallumé. Il y a des pratiques, il y a des choses qu'on peut faire, c'est une posture particulière, le fait d'attiser le désir et de le garder pendant très longtemps. C'est pas juste une histoire de cocktail émotionnel qui dure 3 ans et qui s'éteint au bout d'un moment, puis après, tant pis, il est plus là. Pas du tout. Donc, savent-ils même qu'ils ont cette possibilité? La plupart, non. Ensuite, même s'ils le savent, ont-ils envie de faire les efforts? La plupart, non. Donc en fait, ils ont déjà fait leur choix. Leur choix, il a été fait longtemps avant en général, et c'était par exemple de rester ensemble tant que les enfants étaient là, d'offrir un cadre spécial aux enfants, mais ils se sont désengagés déjà depuis longtemps, depuis des années de la relation. C'est pas après des années de désengagement que soudainement ils vont vouloir réengager, magiquement, surtout quand les enfants disparaissent et que la voie est libre pour reprendre soi-même sa souveraineté, son envol, en dehors d'un cadre dans lequel on n'a plus envie de vivre depuis déjà très longtemps. Ça me fait penser à ma grande-tante, peut-être 50 ans de mariage. Elle me dit, mais à l'époque, quand il y a un problème, on va réparer et on continue. Et elle me dit, à votre époque, dès qu'il y a la moindre petite friction, on s'en va. On va chercher une autre option meilleure. Et du coup, est-ce que ça, c'est un manque d'amour? Avant, justement, c'était dans les vœux du mariage. De se souhaiter l'un à l'autre et de s'offrir l'un à l'autre, de ne pas partir et de réparer les choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut juste retrouver... C'est la consommation de masse, d'une certaine manière. Tu casses un peu ton téléphone, écoute, l'écran est un peu fêlé, tu pourrais le remplacer, mais finalement, tu vas plutôt racheter un nouveau téléphone parce qu'au moins, tu as le sentiment que ton téléphone, il est neuf et qu'il est bien et qu'il est pur. Alors que quand on fait une opération dessus, peut-être qu'ils ont touché un composant, peut-être qu'ils ont abîmé quelque chose, peut-être que... Donc, on a un peu ce truc-là qu'on applique aussi aux relations, quoi. On tente, et puis si on a souillé, entre guillemets, un petit peu le sol de la relation avec des conflits qu'on voulait pas avoir dès le départ, et finalement, mieux vaut partir et essayer d'avoir un avenir meilleur avec quelqu'un d'autre, dans lequel on n'aura pas cette espèce de souillure dès le départ finalement. Il y a un côté, je me lance et j'ai envie que ça fonctionne, que ce soit beau, j'ai envie que ça marche tout de suite, j'ai envie qu'on passe des longs moments avant d'avoir nos premiers conflits, et quand c'est pas le cas, écoute, on va aller chercher ça ailleurs. On rêve de ça, parce qu'on nous a implanté le fait qu'une belle relation, c'est une relation sans conflit. C'est une relation où on s'accorde tout de suite, et où on n'a pas de grande friction. Mais ça, c'est très rare à obtenir. C'est très rare, et en plus de ça, ça demande un énorme travail la plupart du temps, avant que ça puisse arriver. Donc c'est deux paradigmes différents. Mais on peut très bien reprendre le paradigme d'avant et le faire dans une relation moderne, sans même avoir le mariage, sans même avoir quoi que ce soit. C'est une décision personnelle. Tu décides que le conflit n'est pas l'espace préparatoire de la mort de la relation, mais au contraire, l'espace où vous rencontrez vraiment... Parce que qui dit conflit dit friction dit... En fait, c'est deux individus qui ont un espace d'individualité qui se clash. Et là-dedans, ça veut dire qu'on a deux individus qui sont forts, qui sont présents, qui se définissent. Et ensuite, on essaie de voir si on va converger à partir de ce truc-là. Et donc, si on y arrive, ça veut dire qu'on a les mêmes désirs. C'est-à-dire qu'on peut apporter des choses très différentes dans la relation, mais on a les mêmes désirs de convergence, on a les mêmes désirs de direction. Au contraire, c'est plutôt un espace qui peut être très bénéfique, parce qu'on apprend à se connaître dedans. La question, c'est comment est-ce que tu l'abordes? Est-ce que tu l'abordes d'une manière où tu vas pointer du doigt la personne en face et rejeter la faute? Ou est-ce que tu l'abordes sous un angle de résolution de problème, et puis on fait ça ensemble, on est une équipe, et on avance. Et ça, c'est exactement la mentalité qu'ils avaient avant. C'était pas juste on répare pour réparer. C'était pas juste on pouvait pas remplacer l'objet donc on répare parce qu'on n'a pas le choix. C'était aussi une mentalité d'équipe. C'était de se dire en fait on se ramasse l'un l'autre quand on tombe et quand on se frite,
bah à la fin, on s'offre un câlin, on se parle et puis on va de l'avant. Mais alors comment tu distingues les frictions saines aux conflits et aux frictions qui sont plutôt des red flags, on va dire? La répétition, je pense que c'est le plus gros point. Si c'est un conflit qui se répète en permanence, peut-être que la manière d'y accéder diverge un petit peu, mais en tout cas, s'il se répète en permanence, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui est pas bossé, qui est pas identifié. Si je regarde mon couple, au début, on n'a eu quasiment aucun conflit, parce qu'on était extrêmement alignés, extrêmement convergents vers ce qu'on voulait. On en a eu beaucoup plus tard, quasiment 1 an plus tard, on va dire, peut-être 8 mois après. Mais on l'a résolu parce qu'il n'y a pas eu d'attaque sur l'un et l'autre. Il y a eu des espaces de discussion qui ont été possibles, on s'est écouté l'un l'autre, on a parlé l'un l'autre. Quand il y avait des choses qui pouvaient ressembler éventuellement à des attaques, à des doigts pointés, à des qualifications de l'autre qui n'étaient pas légitimes, on a chacun pu lever cette chose-là, préciser qui on était, et l'autre personne a pris ça pour argent comptant. Donc ce qui importe, c'est si toi et moi on se frite, et que tu me dis non, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça, et bien je vais te dire d'accord, je vais te prendre au mot, et ensuite je vais regarder si tu es aligné avec ce que tu dis et ce que tu fais. Donc là, c'est un conflit qui mène vers quelque part. Et en plus de ça, c'est toujours 50-50 entre guillemets. Un conflit de couple, c'est toujours 50-50. C'est une dynamique qui fait qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On est tous les deux participants à la chose, on co-crée la chose. Donc chacun prend sa responsabilité. Si c'est pas le cas, s'il y a je suis une victime, tu es mon bourreau, là pareil, il y a une dynamique qui va pas du tout. Là, ça va être red flag. Donc est-ce que les personnes sont souveraines? Est-ce qu'elles restent dans leur souveraineté? Même dans les conflits. Si oui, ça ira. Il peut y en avoir beaucoup pendant une période. Il ne faut pas qu'il y en ait trop tout le temps, parce que là, sinon, ça veut dire que, encore une fois, on est dans une situation où on se voit dans une chute perpétuelle ou dans des émotions négatives très, très récurrentes et ça va pas. Il y a des études qui montrent qu'un couple qui fonctionne très bien a environ 3 à 5 conflits tous les... Alors je ne sais plus quelle mesure de temps ils ont utilisé, mais voilà, 3 à 5 conflits tous les X temps, versus ceux qui ne fonctionnent pas, c'est soit ceux qui n'en ont pas du tout, soit ceux qui en ont plus de 10 ou 11, quelque chose comme ça. Ceux qui n'en ont pas du tout. Parce qu'en fait, un couple sans conflit, c'est des personnes qui refusent d'aller sur le terrain de l'un de l'autre et de s'exposer. Donc en fait, c'est deux serpillères qui refusent toute agressivité et donc toute énonciation de soi, toute assertivité de soi, de direction, parce que du coup, si moi je dis tiens, allons manger ça et que ça te plaît pas, il faut que tu puisses dire non, ça me plaît pas trop, aujourd'hui j'ai envie de manger ça. Alors que sinon, c'est tu veux faire quoi? Bah je sais pas, et toi tu veux faire quoi? Bah je sais pas trop, bon bah ok. C'est que des platitudes en fait. C'est la peur de l'adversité aussi. Donc peur du conflit égale destruction du couple aussi à terme. Juste d'une manière un petit peu plus insidieuse que celle où il y a beaucoup trop de conflits, qui est assez évidente. Mais du coup, la convergence clé de ces couples qui traversent les conflits, est-ce que c'est pas justement l'intention derrière? C'est une posture, c'est effectivement une intention. C'est d'y aller déjà, soit, avant même d'être avec la personne, c'est d'y aller en se disant voilà comment je veux agir là-dedans, quelle attitude je vais avoir. Et si la personne a la même attitude en face, alors on sera bon.